Bonjour, nous sommes le dimanche par contre, 28 septembre 2014 et je vais continuer mes leçons sur le tarot avec une nouvelle investigation qui peuvent intéresser les auditeurs, à savoir quelles sont les sources iconographiques du tarot. Alors, en 1993, j'ai publié un ouvrage chez Daniel à propos d'Etela, l'astrologie du livre de Thoth, avec une postface qui s'appelait Les recherches sur l'histoire de l'astrologie et du tarot, où je suggérais que le tarot avait emprunté à une iconographie astrologique concernant les maisons. Et j'appuyais mon argumentation sur un certain nombre de documents représentant successivement les maisons, les signes, les saisons, et la production concernant les maisons qui datent du XVIe siècle et qui ont disparu du corpus astrologique, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, par la suite, recoupait jusqu'à un certain point certaines lames du tarot. Notamment, par exemple, le cas emblématique, c'est évidemment le cas de la mort, dont l'image dans le système des maisons astrologiques était à peu près identique à celle que l'on retrouve dans le tarot. Il y avait d'autres cas comme ça qui étaient plus ou moins flagrants. Et puis récemment, donc 20 ans plus tard, ça veut dire, comme vous le savez, j'ai repris un certain nombre de recherches, notamment à propos d'Etela, mais aussi à propos tout simplement du tarot, parce que Etela pose la question du tarot, pose la question de la genèse du tarot, pose la question d'un certain nombre de permutations et de perturbations pour la suite du tarot. Donc tout ça est une invitation à la recherche. Alors il m'est venu une nouvelle hypothèse, qui d'ailleurs recoupe la précédente, c'est celle de l'influence du calendrier des bergers. Le calendrier est composé des bergers. Une sorte d'encyclopédie très riche sur le plan iconographique et qui a été imprimée à partir des années 1492. Et je me suis donc mis en tête de regarder certaines éditions du calendrier des bergers, notamment qui ont été numérisées à la BNF, sur Gallica. Et un cas qui m'a paru particulièrement remarquable et auquel je n'avais absolument pas songé, c'est la roue de fortune. Là, je vous présente le tarot de Wirth, ça revient au même. La roue de fortune, d'où elle sort cette roue de fortune? Alors, on la trouve pour représenter la maison 11, qui est une maison positive, favorable, puisqu'elle est dominée par Jupiter, pour opposition à la maison 12, tout comme la maison 6 est dominée par Mars, face à la maison 5 qui est vénusienne. Et en réalité, je me suis aperçu que c'était pas du tout ça. Cela dit, il faut toujours imaginer qu'il y a eu des changements qui sont faits. Mais quand on regarde l'iconographie du calendrier des bergers, il y a toute une partie sur l'enfer, sur le diable, mais surtout sur toutes les souffrances, toutes les persécutions, toutes les tortures que l'enfer envisage pour les damnés. Il y a notamment une roue
sur laquelle sont accrochés les damnés. En fait, ce sont deux roues qui sont comme ça. C'est un spectacle assez saisissant. Et on ne peut pas s'empêcher de le rapprocher de la roue de fortune. Enfin, de ce qu'on appelle la roue de fortune. On ne peut pas s'empêcher de la rapprocher, en tout cas, du dessin, quel que soit le titre. Donc le mot roue, effectivement, tout à fait approprié. Et donc, quand on sait qu'il y a dans le tarot le diable, quand on sait qu'il y a la maison Dieu, on sait qu'il y a la mort, le contexte nous oblige à penser que la roue de fortune fait partie du groupe des lames infernales, si on peut dire, des lames damnées, en opposition à d'autres lames qui sont plus encourageantes, comme l'amoureux, comme le chariot. Parce qu'il y a dans le tarot des groupes comme ça de cartes. Il y a les étoiles, le cosmos, tout à la fin du tarot, tout à la fin qui sont numérotés dans les derniers chiffres du tarot, les 22 arcanes majeures. Il y a tout au début du tarot les personnages de pouvoir, l'empereur, l'impératrice, le pape, la reine. Et puis entre les deux, il y a les bonnes cartes, les cartes heureuses, comme l'amoureux, la carte 6, le chariot, la carte 7. Et puis à l'autre extrémité, il y a, avant le groupe des étoiles, il y a les cartes malheureuses qui tuent dans le groupe 15, 16, 17. Et puis il y a au milieu les vertus. Les 4 vertus chères à Cour de Gébelin, qui, vous voyez, même dans le pendu, il faut le faire quand même, la vertu de la patience. Il explique d'ailleurs, il explique dans le monde primitif, dans le volume 8, pourquoi le pendu et la patience. Alors, tout cela nous permet, si on oublie, on ne va peut-être pas oublier donc le 6e groupe, puisque c'est 24 lames divisées par 6, donc 6 x 4, 24, j'ai expliqué dans d'autres vidéos, et non pas 22. Le 6e groupe qui est incomplet, parce qu'il n'y a plus que 2 cartes, avec le monde et le battleur, qui correspondent à des cartes de synthèse, avec les 4 éléments, les 4 animaux. Et on pourrait en rajouter d'autres probablement, les 4 tempéraments, les 4 étoiles fixes royales. On pourrait compléter assez facilement à 24 le groupe en question, qui se trouve à l'interconnexion entre la fin et le début, puisque le monde c'est le 21, le battleur c'est le 1. Donc c'est un peu l'Ouroboros. Donc il y a une structure du tarot qui n'est pas une structure qui justifie une quelconque idée d'un continuum de la première à la dernière carte, comme beaucoup de gens le croient. Il s'agit plutôt de groupes, comme dans la Kabbale, comme dans l'arbre séphirotique, où on a 3 groupes de séphirotes qui se répartissent sur l'arbre séphirotique de haut en bas, de bas en haut. Donc, cette approche, cette méthodologie qui consiste à rechercher dans ces systèmes une continuité, un suivi, elle me paraît devoir être abandonnée. C'est vrai aussi pour le zodiaque, à mon avis, qui n'est pas du tout une structure continue, mais qui est constituée de différents systèmes qui s'entrecroisent.
En fin de compte, tous ces dispositifs ne sont pas réellement des dispositifs de continuité. La continuité, il faut la chercher ailleurs, en astrologie et en divination. Ce sont des groupes. Des groupes. Et par exemple, on pourrait imaginer, je l'avais venu comme ça à l'esprit, on pourrait imaginer que le cartomancien, ou que le client, ou que pour soi-même, on tirerait une carte par groupe. Une des 4 cartes du groupe 1, une des 4 cartes du groupe 2, une des 4 cartes du groupe 3, etc. Pour savoir quelle est la planète qui actuellement agit sur nous, quelle est la vertu qui est importante pour nous, quel est le bonheur qui nous est proposé, et quel est le malheur qui nous est proposé, etc. Moi, c'est une hypothèse que je suggère. Qui me paraît pas complètement ridicule. C'est un mode de tirage comme un autre. Alors je voudrais faire d'autres observations encore plus pointues, pour ceux qui ont le courage de continuer à m'écouter sur cette vidéo. Je pense notamment au groupe, parce que quand même, on peut éventuellement dire qu'il y a eu des perturbations, mais il y a quand même un suivi numérique qui n'est pas complètement absurde et que j'ai à peu près respecté. Pas intégralement, mais en partie. Et un cas qui m'interpelle, pour vous dire les choses entre nous, ce sont les vertus, les 4 vertus cardinales. Parce que, et notamment la justice. Parce que là, on a une série 6, 7, 8, 9. Avec l'amoureux 6, le chariot 7, la justice 8 et l'ermite 9. Alors, le problème c'est que d'après était là, reprenant plus ou moins Claude Gébelin, dans les années 1780, la justice fait partie des 4 vertus cardinales. Mais le dessein de la justice est très différent de celui des autres vertus. Et par exemple la force c'est comme ça. La force c'est quelque chose comme ça. Le pendu on l'a vu. La tempérance c'est comme ça. Et puis alors la justice, elle est comme ça, assise. C'est pas du tout le même style de figure. Elle se rapprocherait presque d'ailleurs des personnages comme la papesse ou comme l'impératrice. Et puis ça représente aussi de la balance, parce qu'il y a une balance dessus. Donc je m'interroge sur cette justice. Je ne sais pas si on peut l'assimiler à... Bien sûr qu'elle fait partie des 4 vertus cardinales, mais en l'occurrence, là il y a un nœud, il y a une aporie, il y a un problème qui n'est pas parfaitement clair. Tout comme le mat, c'est pas non plus évident le mat, une carte qui n'est pas numérotée. Visiblement, on n'est pas très heureuse. Alors, je ne prétends pas du tout épuiser le problème. Le problème se pose, vous savez, dès qu'on a affaire aux sources, il y a des surprises très intéressantes. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vous faire partager le choc que j'avais reçu à propos de l'enfer. Parce que moi, naïvement, j'étais disposé à la limite à considérer la roue de fortune comme une carte favorable. Et je crois que là, j'aurais commis une très grave erreur. Et d'ailleurs, Wirth
a bien montré le caractère monstrueux de cette roue de fortune. D'ailleurs, on pourrait regarder plusieurs éditions. Mais le fait de ne pas avoir, je crois que la plupart des tarologues n'ont jamais songé une seconde à rapprocher les cartes du tarot du calendrier des bergers. Alors que dans le calendrier des bergers, on trouve tout ce qu'on veut. On trouve les astres, on trouve les tempéraments, on trouve les planètes, on trouve toutes sortes de qualités, de défauts, etc., de vertus, de vices, de punition, de salvation. C'est un monde entier, un monde remarquable, le monde du calendrier des bergers. Je n'ai pas du tout. Donc, à mon avis, il y a une affinité évidente sur le plan de la thématique, sur le plan de l'optique générale. Le tarot, pour moi, m'apparaît comme une sorte de calendrier des bergers portatif, uniquement fondé sur l'iconographie, de quelques légendes, mais je crois qu'il puise ses racines dans le calendrier des bergers. Bon, donc on puisse aussi dire le contraire. Mais en tout cas, dans l'immédiat, le calendrier des bergers me paraît un très bon moyen, un très bon mode de ressourcement. Et j'en conclurai donc que la roue de fortune, c'est une roue infernale et non pas une roue indiquant des choses heureuses.